On a beaucoup de retours d'entreprises qui ont déjà essayé des exosquelettes juste en les louant ou en les achetant. Mais derrière, on leur demande mais quelle démarche vous avez essayé de mettre en place? Est-ce que vous avez accompagné, que vous avez été accompagné aussi? Est-ce que vous avez accompagné les opérateurs dans la démarche de réflexion? Est-ce que derrière, il y avait des possibilités d'aménagement du poste? Enfin, là, et finalement, on se rend compte que non, il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt juste un essai pour voir. Et en général, il y a très peu de chances de succès. Eh ben bonjour, bienvenue pour ce 5e café IQSE. Dans ce café, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. On n'a pas encore abordé ces sujets-là à notre micro, à notre antenne, on peut dire, en parlant un peu à l'ancienne, puisqu'on va parler d'ergonomie et de thèmes un peu plus, je dirais, technologiques qui sont les exosquelettes. Enfin, on va voir si on rentre dans ce domaine-là. Peut-être que nos invités du jour vont pouvoir un peu préciser ces sujets-là, parce que c'est vrai que c'est des sujets dont on entend un peu parler dans, dans la presse, plus ou moins spécialisée, des fois traités peut-être un petit peu de façon superficielle, et on ne se rend pas forcément toujours compte de ce que ça peut impliquer dans le quotidien. Quelle est la valeur ajoutée que ça peut apporter? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des aspects un peu plus difficiles à prendre en compte? Voilà, donc ça, on va l'aborder pendant une trentaine, une quarantaine de minutes avec Cyriac Bisson, donc, qui apparaît dans la petite vignette où il s'est écrit Jessica Latella, mais c'est bien lui, de HMT. Et donc, après cette petite introduction, je vais laisser Cyriac se présenter. Et puis, bien sûr, comme d'habitude pour ces cafés, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. On est vraiment sous un format café. L'objectif, c'est pas de faire un webinaire en roue libre, etc. Si vous avez des questions, n'attendez pas forcément la fin pour les poser. On pourrait ne pas avoir le temps de les traiter, ou vous pourriez les oublier, ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, vous levez la main dans l'outil. On peut même vous ouvrir le micro si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Donc, après cette introduction, je laisse Cyriac aborder le sujet du jour. Eh bien, merci beaucoup. Enchanté. Bonjour à tous. Déjà, petite précision, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Super. Bon, du coup, je suppose que tout le monde doit le voir. En tout cas, on va partir de ce principe-là. Et du coup, je me présente rapidement. Je suis Cyriac Bisson, je suis responsable du service ergonomie chez HMT. HMT, donc, qui est une société qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration de dispositifs d'assistance physique, mais aussi dans la prise en charge de projets dans lesquels on a vocation en tout cas à améliorer les conditions de travail D'accord. des employés ou d'améliorer la performance d'entreprise plus globalement. Donc en fait, on est une sorte de cabinet d'ergonomie avec Mhm. une spécialisation, on va dire, dans le champ des dispositifs d'assistance physique, des exosquelettes si vous préférez. D'accord. Voilà. Alors justement, c'est première question. Là, je suis là pour jouer un peu le rôle du novice et du candide. Quelle est la différence entre exosquelette? Est-ce que c'est un terme un petit peu, je dirais, commercial ou marketing? Et puis les dispositifs d'assistance physique, c'est comme ça que tu as présenté, c'est ça? Est-ce qu'il y a une distinction nette, ou est-ce que c'est la même chose finalement? Oui, bon, en fait, exosquelette, bon, comme tu l'as dit, c'est presque un terme marketing. Enfin, en tout cas, c'en est devenu un. À la base, l'exosquelette, ça vient de la nature, hein. Hum, On peut voir beaucoup d'animaux qui présentent des carapaces, par exemple. hum. Voilà, ça, c'est un exemple d'exosquelette. Et on s'est servi de ça pour donner un nom à des nouvelles conceptions innovantes de technologie et les appeler exosquelettes. En soi, D'accord. on préfère, en tout cas, je travaille un petit peu avec l'AFNOR pour la normalisation des exosquelettes, on va dire, et on Hum. préfère appeler ça dispositif d'assistance physique, toujours dans le but d'éviter un petit peu l'amalgame Iron Man ou Oui, non mais voilà, c'est c'est un peu c'est ça. c'est un petit peu ça des fois qu'on voit. Ouais, Est-ce que il y a certainement une graduation entre les différents systèmes qui viennent suppléer finalement les limites physiques humaines? Et effectivement, on voit souvent, sans aller jusqu'au transhumanisme, mais ça peut aller des fois jusqu'à peut-être des caricatures, alors que finalement ça peut être des choses plus faciles à mettre en œuvre au quotidien. absolument, ouais. Et le but, en appelant ça dispositif d'assistance physique, c'est essayer de lui donner une image de choses vraiment simples, on va dire, et très peu complexes qui peuvent être Hmm. utilisées par tout le monde, quoi. Faut D'accord. savoir qu'il existe aussi les robots d'assistance physique, où là, on complexifie un petit peu le système, puisqu'il y a une source d'énergie qui n'est pas forcément mécanique, donc avec des moteurs, avec parfois de l'intelligence artificielle. D'accord. Et donc, forcément, ici, on n'est plus que dans l'assistance, on crée aussi une sorte d'énergie, on va dire,
Hmm. Et donc on est plus dans on va dire l'augmentation de la performance. Même si D'accord. c'est pas que ça à proprement parler, mais dans l'idée, c'est voilà, il y a l'énergie supplémentaire qui est créée. Tandis que Ok. sur les dispositifs d'assistance physique, on est sur des dispositifs passifs, donc 100% mécaniques, où bah, finalement il n'y a pas du tout de source d'énergie telle qu'une de batterie ou des moteurs. D'accord. Voilà, Ok. C'est bien, ça pose bien le contexte en fait pour qu'on comprenne un peu les tenants et les aboutissants de ce que ça peut concerner en fait. voilà, exactement. Euh, c'est bon à propos d'HMT, ça. Donc, comme je l'ai dit, on est un cabinet d'ergonomie Hmm. spécialisé dans l'intégration des dispositifs d'assistance physique qu'on conçoit et qu'on fabrique nous-mêmes en interne à Tarbes. Voilà pour le contexte. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de la démarche d'intégration qu'une entreprise devrait en tout cas mettre en place pour intégrer un exosquelette. Euh, et c'est une démarche d'intégration, enfin c'est une démarche d'intégration qui peut être, on va dire, qu'on peut rapporter à d'autres innovations, d'autres technologies. L'idée, c'est de réussir à faire accepter une transformation de l'activité à un Hmm. groupe d'opérateurs sur une activité donnée. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça part d'un cas concret. Donc, je vais vous Ah, parler beaucoup super. des TMS, Hmm. forcément, puisque ici, enfin, HMT traite beaucoup de demandes qui vont dans ce sens, hein, dans la prévention des TMS. Hmm. Euh, mais je vais vous parler plus globalement d'ergonomie, parce que je suis ergonome et Oui. que je suis largement spécialisé là-dedans. Voilà. D'accord. Parfait. Très bien. Alors, le cas concret que je vais vous présenter, c'est un enfin, c'est un projet sur lequel on a travaillé. Mais je vais commencer avec quelques chiffres, donc pour contextualiser encore une fois, pour introduire. Les TMS aujourd'hui en France, ça représente à peu près, en tout cas c'est les chiffres, les derniers chiffres d'Amélie, 87% des maladies professionnelles en France, encore une fois. Hmm. Ça représente 22 millions de journées de travail qui sont perdues chaque année. Ça parle, oui. C'est conséquent. Hmm. Ça représente par les entreprises, c'est encore une fois énorme. Et il faut savoir qu'un TMS, en moyenne, quand il est avéré, ça coûte 23 000 euros à une entreprise. Donc, D'accord. c'est quand même des coûts conséquents. Et en termes de conséquences, justement, ça en a d'autres, mais pas Hmm. que pour l'entreprise cette fois-ci. Ça peut avoir des conséquences graves pour l'employé aussi, qui peuvent aller jusqu'à une perte d'activité ou de l'emploi. Donc là, ben, c'est soit un reclassement dans une autre activité au sein de la même entreprise. Quand c'est comme ça peut être, on va dire que c'est plus intéressant. Ça peut aller jusqu'à un licenciement. Et là, pour une Hmm. aptitude, c'est plus embêtant. Ça Exactement. peut même dépasser le cadre du travail et aller jusqu'à une perte de mobilité. Et alors là, ben, forcément, on se retrouve avec une grosse incapacité, hein. Donc, Hmm. pour l'opérateur, c'est super gênant. Pour l'entreprise, ça peut aussi être une perte de savoir-faire. Cette perte Hmm. de savoir-faire, elle peut avoir des conséquences graves sur l'entreprise, hein. J'ai vu beaucoup d'entreprises récemment qui avaient des opérateurs qui pouvaient être très qualifiés, hautement qualifiés, et où parfois on a jusqu'à 3 ans de formation pour avoir un opérateur qui est vraiment au niveau. Et pour le remplacer, du coup, ben, forcément, ça met du temps. C'est compliqué pour une entreprise. Hmm. Et en plus, c'est de l'argent qu'il faut investir dans un nouvel opérateur, euh, dans le remplacement, dans la formation. Et ça, c'est souvent très. Oui. Ben, c'est ça les conséquences graves, quoi. Il y a des coûts pas forcément directs, il y a des indirects qu'on a toujours du mal un peu à chiffrer par rapport à ça, effectivement. Ouais, complètement. C'est pas que payer l'absence de l'opérateur, quoi. Hmm. Il va falloir aussi le remplacer, il va falloir former un nouvel opérateur. Ça peut prendre beaucoup de temps, on peut avoir des répercussions sur la qualité de ce qui est produit. Ouais, Et ouais. là, forcément, ça va avoir un impact qui peut être très important sur toute l'entreprise. Dans certaines activités, moi c'est vrai que je le cite souvent, mais je viens du BTP et on voit bien qu'il y a les aspects effectivement de travail répétitif, de manutention de charges plus ou moins lourdes, etc. Et c'est vrai qu'à 45-50 ans, il y a des gens qui se retrouvent avec des incapacités partielles permanentes Ouais, et qui bah, doivent quitter l'entreprise ou quitter le poste pour lequel elles ont été embauchées. Et c'est effectivement de temps en temps, il y a le savoir-faire, il y a aussi des fois la culture d'entreprise qu'il faut se ouais, reprendre aussi à inculquer. Et c'est pas toujours si simple que ça. C'est pas un pour un. Il suffit pas de remplacer une personne par une personne pour avoir le résultat équivalent en termes de qualité, d'implication et tout ce qui va avec. Donc, effectivement, c'est plutôt à absolument. anticiper, quoi. C'est ça, complètement. C'est super important de le prendre en compte. Voilà. Donc, ben, le cas concret que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que ça sera plus pertinent de présenter quelque chose qui est concret. Oui, tout euh, à fait.
il évoque là, un projet qu'on a mené en collaboration avec l'entreprise Erta, que vous Alors, connaissez juste en certainement. précision, il y a dans le chat Arnaud Voisin qui précise que le coût indirect est évalué à 3 à 5 fois le coût direct. Voilà, Effectivement. beaucoup plus conséquent. Mm. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier, forcément. Merci pour cette précision, Arnaud. Ouais. C'est vrai que je vois pas les Non, mais discussions. je le fais pour Ça ça, marche très justement. bien. Je suis Merci là beaucoup. pour ça. Donc le cas concret que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un cas qui s'inspire d'un projet qu'on a mené avec Erta, et où je vais vous présenter très globalement toute la démarche qu'on a menée, donc qui partait d'une demande. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, Mhm. hein. Je pense que vous connaissez tous l'entreprise. Oui. C'est quand même, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir Erta. Je trouve que ça parle à tout le monde, et tout le monde a déjà mangé des knackis. Ouais. Voilà. Alors, donc Erta, pour situer un peu le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que c'est très peu probable, est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits alimentaires, notamment en charcuterie et traiteur. Sur le site sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est uniquement de la charcuterie. D'accord. Erta, c'est 3 sites de production, dont 2 en France, en Alsace et près de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis il y en a aussi un en Allemagne, à Herten, ce qui a donné le nom à l'entreprise d'Erta d'ailleurs. D'accord. Euh, et Erta, c'est aussi 2 sites de logistique en France. Voilà, donc on a été appelé à la base sur le site de Kirchgraffenstaden, qui, Mm. comme vous en doutez, est en Alsace. Mm. À la Sur, banlieue de Strasbourg. ouais, complètement. Et donc sur une ligne de production de charcuterie pour le jambon cuit et les saucisses. D'accord. On avait été appelé à la base, alors, je vais d'abord vous présenter les lignes de prod, mais donc saucisses et jambon cuit, c'est 500 collaborateurs aussi le site d'Ilkirch, donc c'est quand même un site assez important au niveau de l'agroalim, et 2 équipes réparties en 2-8, donc 6-14 et Mm. 14-22 avec une transition entre deux pour passer les informations. Euh, D'accord. on a été appelé sur ce projet pour une demande initiale qui concernait un poste de dépotage de bacs. Donc typiquement, on avait de la viande dans des bacs, il fallait dépoter ces bacs pour les passer dans un bac un peu plus grand et faire le mélange de viande pour le mettre ensuite dans un broyeur. Donc c'était des bacs qui pesaient entre 15 et 25 kilos, pardon. Mhm. Et globalement, ce qui en est ressorti de la première étude qu'on a fait, c'est que c'était pas un poste finalement qui apparaissait avec un risque élevé de TMS, tout simplement parce que les opérateurs disposaient de larges marges de manœuvre pour réguler comme ils voulaient et pouvoir adapter finalement la gestion de leur charge physique, on va dire. Et donc, quelque part, le risque de TMS il était assez peu élevé. Donc il y avait certes la manutention de charges lourdes à un moment donné, mais les opérateurs pouvaient réguler et faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions. D'accord. Et en plus, c'était pas forcément un poste qui était adapté à l'arrivée d'un système exosquelette. Voilà, donc, Ouais. en faisant le tour d'entreprise, on s'est rendu compte avec l'ergonome interne qui est chez Erta, qu'il y avait un poste qui était beaucoup plus adapté effectivement à l'arrivée d'un exosquelette potentiellement, et qu'en plus, ils n'avaient pas de solution, ça faisait des années qu'ils travaillaient sur le poste et qu'il n'y avait rien à faire. Ils étaient un peu bloqués là-dessus. Voilà. En plus de ça, c'était un poste où il y avait très peu de marge de manœuvre pour l'opérateur, où il était Mm. cadencé par une machine et où, là, pour le coup, les gestes étaient très très répétitifs. Et donc, forcément, Ouais. on avait un Ouais, risque de risque de TMS qui était tendinite, etc. Enfin, exactement, voire même de rupture. J'en parlerai après. ouais. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un diagnostic sur cette activité. Pourquoi un diagnostic? Pour analyser l'activité, de manière à comprendre vraiment dans toute sa complexité cette activité. Donc, c'est-à-dire les déterminants de l'activité, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychosociaux, qu'ils soient organisationnels ou cognitifs. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les risques psychosociaux et on va dire les déterminants cognitifs. C'est Bah, ça peut être bien de le préciser. J'ai plus une tendance à distinguer les deux, mais donc on va ouais, voir les détails. complètement. En ergonomie, c'est assez important. Le psychosocial, c'est plutôt ce qui va concerner le rapport à l'autre, les Mm. humeurs, les émotions, tandis que le cognitif, c'est tout ce qui va concerner le fonctionnement du cerveau à proprement parler. Donc, typiquement, des prises d'informations visuelles, Mm. de la mémorisation, de la D'accord. verbalisation. Tout ça, c'est des choses où le cerveau a besoin de fonctionner. Et donc, la charge cognitive, dont on parle assez souvent, c'est quelque chose qui peut engendrer beaucoup de stress, notamment à cause
de faible marge de manœuvre, par exemple, Mmh. ou de facteurs organisationnels. Et donc, ce stress, il peut lui-même engendrer derrière des TMS. Donc, c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte, c'est super important. Et c'est Et très important effectivement parce que, au premier abord, quand on pense TMS, on pense, le premier facteur, qui est le risque complètement, physique, complètement. pensant qu'il faut s'attaquer à ce sujet-là, pour régler les problèmes. Mais en fait, effectivement, c'en est qu'un parmi tant d'autres. Et si on n'a pas réglé le reste, on aura peut-être on sera attaqué qu'à un symptôme peut-être, et peut-être pas la cause, quoi. C'est un peu Ouais, absolument. Et donc, c'est pour ça l'idée. qu'une démarche de prévention des TMS qui est bien faite, elle s'intéresse à tous les facteurs, sans en prioriser un, quoi. Et c'est super important puisque en s'attardant qu'à des facteurs physiques, on risque de passer à côté de ce qui est vraiment l'activité réelle, Mmh. et de proposer des pistes d'amélioration qui soient soit utopiques, soit absolument, impossibles à mettre en place, ou parfois pas du tout acceptées par les opérateurs puisque ça correspondra pas à l'activité réelle, quoi. Donc ça, c'est super important et c'est, on va dire, la base de la démarche ergonomique, c'est de s'intéresser à tous les facteurs et tous les déterminants d'activité. Voilà. Alors il y a une question, dans le chat, alors hop là, c'est pas affiché, d'Arnaud. Ouais. Est-ce que la charge mentale, c'est le psycho plus le cognitif? Alors, la charge mentale, elle fait effectivement référence au psycho dans le sens où, un la gestion de l'humeur ou, d'une relation avec, un manager, par exemple, c'est des choses qui peuvent, augmenter la charge mentale. Mmh, Donc, effectivement, on peut dire que la charge mentale, c'est quelque chose qui fait référence, à des facteurs psychosociaux, mais aussi à des facteurs cognitifs. d'accord. Voilà. Donc je reviens à mon Ah oui, diagnostic. oui, pardon. L'idée de ce diagnostic, c'est aussi, d'identifier une liste exhaustive de toutes les situations de travail qu'on pouvait avoir sur l'activité, Mmh. afin de prévoir ensuite des scénarios qui nous serviront à simuler, les potentielles pistes de préconisation, de manière à les vérifier et à les valider ou à les invalider. Voilà, donc c'était D'accord. les 2 objectifs de diagnostic, c'était de comprendre l'activité d'une part, et d'en déterminer des pistes d'amélioration et puis, de connaître une liste exhaustive des situations de travail, de manière à voir ce qu'on va simuler ensuite, pour voir si c'est effectivement, intéressant ou pas. D'accord, ouais. Oui, on reste pas que dans la théorie, et cetera. Il y a quand même Ouais, dès ce moment-là, on est déjà dans l'anticipation d'une mise en situation, finalement. complètement. Et c'est ça le propre aussi du démarche ergo, c'est que l'accompagnement, enfin la transformation, il se fait dès le début du projet, et au final, il dure tout au long du projet, quoi. Mmh. Voilà. Donc je vous présente très rapidement le fonctionnement de l'entreprise. Donc on a en tout cas pour la ligne, de fabrication des saucisses, donc on a une partie réception et stockage, où on reçoit la matière première et on la stocke. On a une partie préparation où ici on va avoir des caristes qui préparent les palettes suivant la demande qui est en fabrication. Mmh. En fabrication, justement, on vient donc mélanger, fabriquer les saucisses. Ensuite, on les conditionne, donc on les met en emballage et on les expédie vers les sites de logistique que je vous ai, présentés tout à l'heure. D'accord. Mmh. Nous, ce qui va nous intéresser, enfin, là, sur quoi enfin, le poste sur lequel on était, appelés et amenés à intervenir, c'était le poste de fabrication de Knacky. En tout cas, les Mmh. postes de fabrication de Knacky et où, on va retrouver donc une partie broyage, où ici tout est fait automatiquement quasiment. On a juste à mettre la palette devant et c'est un robot qui fournit donc la viande principalement qui est broyée. Cette viande, elle va être mélangée à des épices et à de l'eau pour former une pâte. Cette pâte, elle est Mmh. ensuite affinée, heu et cette pâte, elle va être passée dans des boyaux par une machine D'accord. et Mmh. elle va venir s'accrocher tout au long d'un convoyeur ici et donc ça nous fait des chapelets de saucisses, d'une centaine de saucisses. Et D'accord. donc l'opérateur qui est sur le poste suivant, il va devoir venir chercher une aiguille, l'enfiler dans son chapelet de saucisse et aller accrocher ce chapelet de saucisse, soit à 1,80 m, Mmh. soit à 1,10 m du sol D'accord, ouais, donc et de comme façon ça et très comme ça, à chaque fois, c'est des alternances, voilà, exactement, c'est 1 sur 2. Donc il mmh. l'accroche une fois en l'air, une fois en bas. Ça, c'est une cage qui ensuite va être amenée, par un convoyeur aérien à rentrer dans un four pour qu'il y ait le fumage qui soit fait. Heu et donc quand ça sort du four, il faut le redécrocher, donc même chose dans le sens D'accord. inverse, pour le mettre dans une machine qui va servir à l'épluchage à la vapeur. Voilà. Est-ce que c'est à peu près compris pour, le Ouais, ouais, process? ouais, OK. Donc ici, ce qui est ressorti de l'activité, je vous passe, l'analyse, mais ce qui en est ressorti, c'est plusieurs déterminants qui sont très importants et sur lesquels, on va essayer de pouvoir agir
de manière à soulager l'opérateur. Donc, un des déterminants, une des exigences très importantes de l'activité, c'est que la quantité de saucisses produites, elle est conséquente. Mm. On a des millions de saucisses qui sortent par année, c'est vraiment énorme. Et donc, on a un travail très répétitif puisque l'opérateur est amené à répéter jusqu'à 1100 fois par jour le même geste pour Oui. aller accrocher donc son épingle, donc sa tige, sur la cage. Donc 1100 fois Ouais, le même geste. effectivement, ouais. Avec un Ouais. poids donc, qui va varier suivant les saucisses, mais entre 6 kg et 12 kg pardon, pour les saucisses les plus lourdes. Et donc, une sursollicitation, Mm. toujours en plus avec le même groupe musculaire, donc au niveau de la flexion de l'épaule. Ici, il y a un risque pour la santé de l'opérateur, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais. donc de tendinite, ça c'est quand c'est pas trop grave et qu'on peut encore faire quelque chose. Et puis, quand ça commence à frotter un peu plus, on a un risque de rupture de la coiffe. Et là, ça devient très grave parce que soit il faut opérer, soit il faut faire des injections, et ça peut être très gênant pour Mm. l'opérateur. Voilà. Avec, comme je disais tout à l'heure, des conséquences parfois même sur la vie privée. Et là, c'est très embêtant. Mm. Ouais, effectivement. Euh, donc, une des pistes d'amélioration qu'on a pu proposer, donc, qui est plutôt organisationnelle, celle-ci, c'est donc de commencer à accompagner l'entreprise ERTA sur une mise en place progressive de la polyvalence. Alors c'est compliqué parce que ça fait appel à d'autres aspects, notamment de la formation. Mm. Il y a d'autres opérateurs qui n'étaient pas formés sur ce poste-là. Ces opérateurs qui étaient sur ce poste n'étaient pas formés sur d'autres postes. Donc on, on doit travailler ensemble de façon collaborative à la mise en place d'une polyvalence de manière à varier les activités et donc varier l'utilisation des groupes musculaires. Ouais. Euh, c'est souvent quelque chose qui revient dans les pistes d'amélioration, en tout cas que les ergonomes préconisent. C'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que ce qu'on pense. Mm. C'est pas juste on claque des doigts et hop, on peut faire changer les opérateurs de poste. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme et où il faut Bien intégrer sûr, ouais. vraiment toute une démarche, quoi. Voilà. Et puis, alors ça, c'est plus, c'est plus un passé de sportif qui me dit ça, mais de temps en temps, on se fait mal quelque part. Et ça crée des réactions en chaîne aussi, ce qu'on peut avoir. Quand on parle de polyvalence musculaire, c'est qu'effectivement, à toujours solliciter un seul et même, que ce soit articulation ou muscle, on va se faire une douleur et du coup, on va surcompenser d'un autre côté et on va avoir mal finalement. Et c'est toute la chaîne squelettique et musculaire qui part en vrille. Alors, et c'est pas toujours, encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir que le physique parce que si on comprend pas forcément le contexte, on va avoir mal à un endroit, mais qui est peut-être une conséquence de quelque chose qui est sur autre chose. Donc là, d'où l'intérêt de travailler l'ensemble. Ouais, c'est complètement vrai. D'où l'intérêt de prendre vraiment en compte toute la complexité de l'activité, quoi. Ça, c'est Mm. super important. Autre déterminant qui était donc, évident, hein, c'est celui de la hauteur de Mm. l'accrochage. À chaque fois que l'opérateur, donc une fois sur deux en tout cas, que l'opérateur venait accrocher son épingle, il accrochait à 1,80 m. Donc l'opérateur que vous avez vu en photo juste avant, il était assez grand, il mesurait quand même 1,90 m. Ouais, Et il fallait qu'il vienne accrocher, même à 1,80 m, c'est ça super fait contraignant. haut. Donc on a une flexion de l'épaule à chaque fois. On a les muscles deltoïdes et sous-épineux notamment euh, qui sont sursollicités. Et au bout d'un moment, à force de frotter sur une petite partie osseuse qu'on appelle l'acromion, il y a un risque de déchirure qui est conséquent. Voilà, donc D'accord. ça, ajouté au fait que la cadence, elle est gérée uniquement par la machine, puisque l'opérateur ne peut pas arrêter la machine, et qui donc il a très peu de marge de manœuvre sur la régulation de son activité, il est obligé on va dire, de se contraindre à, à respecter la cadence de la machine. Et ben derrière, on a un risque de TMS qui est encore plus grand, quoi, puisqu'on a, On est, on a une sorte de stress qui peut être engendré, et derrière, c'est hyper compliqué pour l'opérateur de gérer, quoi. on est à l'inverse des principes généraux de prévention là, dans ce cadre-là. C'est adaptation de l'homme au travail et pas l'inverse, quoi. Ah bah, là, c'est exactement ça. Là, c'est des chaînes de production d'Auralim qui datent des années 70. Et à Mm. l'époque, c'est vrai que c'était pas forcément pris en compte. Donc, Mm. le but, c'était la productivité au maximum et la rentabilité, quoi. Là, on se rend compte maintenant que ça casse de l'opérateur et qu'ils sont incapables de garder plus de 3 ans les Ah opérateurs. oui. Ouais. Donc, c'est forcément très complexe. Donc, Et ce là, on qu'on a. voit effectivement l'aspect organisationnel qui entre forcément en compte dans ce cadre-là, parce qu'on ne se limite pas uniquement à une chaîne, à un endroit, c'est toute une organisation et un fonctionnement qu'il y a à revoir dans ces cas-là. Complètement. Donc, effectivement, ce qu'on avait proposé à l'époque, en travaillant avec l'ergonome de chez Ertas, c'est de prévoir une reconception totale de l'environnement, des machines. Mais le gros problème, c'est que ça faisait rentrer dans des budgets qui étaient absolument Mm. impossibles à respecter.
Et donc c'était impossible, puisqu'en fait, il fallait rien que repenser la conception du four pour le fumage en soi. Et ça, c'était un projet à plusieurs millions d'euros. Donc derrière, ça, c'était pas envisageable. Et on en vient justement à la solution qui, on va dire, doit être la dernière des solutions. Ça, j'ai toujours tendance à insister là-dessus. Ce qui est super important, c'est de se dire que on vient assister l'opérateur, ok, pourquoi pas, mais il faut que ça soit dans le dernier des cas possibles et en ayant étudié tout ce qui était faisable à l'avance. Donc ici, on vient assister l'opérateur en soulageant le poids de ses bras à chaque fois qu'il y a une flexion d'épaule. La qualité du fumage. Donc ce que je disais, Voilà. c'est que c'est un déterminant très important, en tout cas pour l'entreprise, et que pour mettre à bien ces objectifs de qualité, l'entreprise donne certaines règles aux opérateurs, notamment que entre chaque accrochage, donc chaque épingle, il doit y avoir 3 crochets. Et aussi que les opérateurs doivent privilégier en tout cas l'utilisation de certaines épingles donc qui sont en V. Je ne peux pas vous montrer ici, mais Ouais. ce sont des épingles qui sont du coup un peu plus lourdes, qui pèsent 2 kg, tandis que les tiges, qui sont donc des tiges tout simplement, elles pèsent elles 1 kg. Donc c'est toujours 1 kg de plus à chaque fois que l'opérateur vient Ouais. effectuer son. Et vous vous rappelez que c'est effectué Sur le jusqu'à nombre, 1100 voilà, fois par jour. 1100 fois par jour, donc ça fait potentiellement 1100 kg en plus par jour. Je vous laisse imaginer que c'est un peu dommage, quoi. Mm. Voilà. Donc, bah, ça a plusieurs conséquences sur l'opérateur. La première, c'est une contrainte physique, puisque Mm. forcément, les épingles en V sont plus lourdes. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Ouais. C'est très facile à comprendre. Il y a une contrainte cognitive qui est plus importante, puisque l'opérateur doit, à chaque fois qu'il vient accrocher, alors quand c'est à hauteur, ça va, mais il doit, à chaque fois qu'il vient accrocher, compter le nombre de crochets qu'il y a entre. Alors, Mm. au bout d'un moment, quand l'opérateur est expérimenté, ça se fait tout seul. C'est quasiment automatique. Mais ce qui se passe quand on les observe travailler, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des petits moments d'hésitation qui peuvent du coup rallonger l'effort. Et donc Ouais. ça entraîne une contrainte physique plus importante. Et puis il y a aussi des erreurs. Ce qui Mm. fait que ces erreurs, elles doivent être corrigées. Donc on doit reprendre la barre et la déplacer. Et donc ça fait encore une contrainte physique plus importante. Et Effectivement, puis sur le nombre, ça fait voilà, beaucoup. exactement. Et au-delà de ça, le simple fait de réfléchir à chaque fois et de compter, ça entraîne une contrainte physique, une contrainte cognitive pardon, plus Mm. importante. Et donc ce qu'on parlait tout à l'heure, la fameuse charge mentale, qui peut elle-même engendrer du stress, puisque on l'a dit tout à l'heure, la cadence elle est fixe et l'opérateur peut pas influer là-dessus. Donc s'il commence à stresser, à pas pouvoir Mm. gérer derrière, il y a un stress qui s'amplifie et qui peut lui-même être générateur de TMS. Voilà, donc ça, faut bien le comprendre, c'est super important, c'est que le stress en lui-même Ouais. est un facteur d'apparition, et en tout cas de l'apparition des TMS. Je reprends donc ce fameux fumage dont la qualité est super importante. Les pistes d'amélioration qu'on avait proposées en collaboration avec l'entreprise, c'était déjà, on a amené tout un débat sur lequel on a posé sur la table les avantages et les inconvénients d'utiliser donc, les fameuses épingles en V par rapport aux tiges. Ça faisait quand même gagner énormément sur le plan physique. Mm. Même si ça faisait perdre un petit peu au niveau de la qualité du fumage, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Et aussi donc de faciliter aux opérateurs la prise d'informations visuelles, et donc le traitement de cette information visuelle, Mm. de manière à savoir systématiquement où on doit où on doit accrocher les D'accord, épingles. ouais. Voilà, donc, je vous ai mis un exemple ici, mais typiquement faire des petits marqueurs visuels, de telle sorte que l'opérateur il sache directement où il doit poser. Pas besoin de compter, pas besoin de réfléchir à chaque fois, de se remettre à chaque fois zéro, etc. Et rien que ça fait gagner énormément l'opérateur. Alors c'est Mm. minime, hein, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, mais sur le C'est plan du nudge en fait, hein, c'est une sorte de nudge finalement. ouais, voilà. Et ensuite, donc dernier déterminant, beaucoup moins important, mais à chaque fois qu'une cage part, l'opérateur devait activer un levier donc, qui était plutôt placé en hauteur, donc devait encore une fois faire une flexion d'épaule. On avait Mm. compté une centaine de fois dans la journée, ce qui, mine de rien, peut augmenter encore un petit peu le risque. Donc on a décidé simplement d'allonger le câble pour aller activer Mm. ce nettoyeur, et forcément ça limite le risque. Voilà. Ok. Alors, maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de la piste de solution qui concerne l'assistance physique de l'opérateur, puisque comme on vous l'a dit, on ne pouvait pas reconcevoir l'environnement, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc ici, ce qu'on a décidé, c'est de venir simplement assister l'opérateur à la flexion de l'épaule. Et donc, à chaque fois qu'il levait ses bras, donc,
a enclenché une flexion d'épaule pour venir accrocher ses épingles, mais elle était assistée. Donc ça, c'était le principe de base. On a décidé de partir dans une sorte de démarche de co-conception par itération, en formant un groupe de travail avec les opérateurs, et sur lesquels on leur a livré un premier proto. Et puis ils ont beaucoup travaillé, ils l'ont testé, ils l'ont mis à l'épreuve, on va dire, et une période de 2 mois. Et donc là, ils ont fait les premiers retours, de manière à ce que nous, on puisse les prendre en considération et revoir la conception du dispositif pour l'adapter à l'activité et aux besoins utilisateurs. D'accord. Ça va, c'est clair? Ah ouais, très bien. Très bien. Donc, Et du coup, comment c'est vu en interne, justement, ça, vis-à-vis des opérateurs, parce que c'est quelque chose qui vient les aider. Mais ouais. là, encore une fois, je reprends mon exemple du BTP, où le casque, les gants, les lunettes, les bottes, la tenue, tout ça, c'est des choses qui sont là pour améliorer leur quotidien en théorie, mais on a toujours des gens qui sont un peu réticents au fait de porter les EPI. Donc, quelque chose comme ça qui est un petit peu nouveau, en plus, on va dire à quoi je vais ressembler. Est-ce qu'il n'y a pas un petit retrait psychologique, justement, par rapport à ça? Ça s'est bien vécu? C'est une très bonne question. Alors, il se trouve que le groupe de travail qu'on a formé, on a nommé un référent, et ce référent, c'était une personne qui souffrait au niveau de l'épaule et qui ne pouvait plus travailler au poste depuis maintenant presque 1 an. Donc, il était systématiquement sur un autre poste. Donc, le nommer, lui, référent de ce groupe de travail, ça a quelque part créé une sorte d'engouement. Derrière, ça a fait un petit effet boule de neige où, effectivement, il y a plus de simplicité à faire accepter les exosquelettes. D'accord. Pour l'instant, on se contente de ce petit groupe de travail. On n'a pas encore déployé au reste des opérateurs. L'idée, c'est D'accord. vraiment d'apporter ça en douceur et que le groupe de travail qui a participé à la conception et éventuellement au diagnostic puisse nous aider, parce que ce sont eux les experts de l'activité et c'est eux qui nous apporteront vraiment un regard objectif. Et ça, c'est super important. C'est un petit peu la base d'une démarche participative aussi en ergonomie. C'est qu'on n'essaie pas de forcer un opérateur qui n'a pas envie d'utiliser. Là, pour le coup, on va se contenter de notre petit groupe d'opérateurs volontaires. On va le faire participer. Et puis, si après, ça fait son petit bonhomme de chemin et que ça peut être déployé sur d'autres opérateurs, on le fera. Mais pour l'instant, on tente de travailler. On essaie d'améliorer le dispositif de telle sorte qu'il soit compatible avec l'activité qu'on a identifiée. Ok, oui. Mais effectivement, on a beaucoup d'entreprises sur lesquelles il y a des opérateurs qui sont ultra réticents. Et c'est pas intéressant pour nous de les forcer, on va dire, à utiliser un dispositif. Bah oui. Ouais, ça peut être contre-productif en plus. Oui. Exactement, ça serait. Et encore une fois, en parlant de l'aspect charge mentale, si on vient contraindre un opérateur à utiliser un dispositif qu'il n'a pas envie d'utiliser, derrière, on se retrouve avec potentiellement une charge mentale qui augmente. Il y a des nouveaux réglages à anticiper, à comprendre. On peut générer du stress et donc ça peut faire l'effet inverse. Et je vais me faire l'avocat du diable pour rester dans cette partie-là, et puis on verra après pour la continuité. Mais j'ai vu l'autre jour, j'ai eu un petit échange justement, j'avais partagé un truc sur les exosquelettes et quelqu'un m'a dit, est-ce que l'exosquelette, c'est pas un moyen d'en demander toujours plus aux humains derrière, là où c'est censé leur faciliter la vie, mais un peu en disant, bah, finalement, en leur donnant un peu plus de force, etc., on va leur demander plus de rentabilité, de productivité, etc., et de pousser un peu plus. Alors, c'est l'avocat du diable, hein, moi je ne suis pas forcément convaincu, mais est-ce que ça ne peut pas être vu comme ça de temps en temps? Alors, c'est une question super intéressante et malheureusement, j'ai envie de dire que c'est encore perçu comme ça par certaines entreprises. On vient essayer d'acquérir un exosquelette parce qu'on a un projet d'augmentation de la productivité et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement essayer d'analyser ces demandes, de les reformuler avec les prospects qu'on a, donc les demandes qu'on reçoit, de manière à s'assurer que le projet, il n'est pas d'augmenter la prod derrière. Pour une raison très simple, c'est que si on vient assister d'un côté l'opérateur et que de l'autre côté on leur demande de faire plus, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée ici d'un dispositif d'assistance physique, c'est uniquement d'assister physiquement. Et en aucun cas pour augmenter la productivité ou pour supprimer un opérateur. L'objectif, c'est uniquement de le soulager pour diminuer le risque de TMS. Il faut en tout cas surtout pas que ça soit dans un objectif d'augmentation de la productivité. Parce que sinon, on va droit dans le mur et ça risque d'être très mal perçu, effectivement. Alors là, pour l'opérateur, il n'y aura pas mieux, je pense.
Après, il faut que ce soit le cas dans la partie ergonomie, mais il faut que ce soit le cas un petit peu dans tous les dispositifs liés à la prévention des risques. Bien Il faut pas, sûr. il faut pas non plus avoir l'optique de se dire, bah, je vais leur acheter des protections auditives comme ce qu'on a pu avoir la dernière fois, pour qu'ils puissent mieux communiquer, mais c'est se dire, bah, en avant-première, ça va être vraiment de ne pas pouvoir leur en demander plus et de ne pas voir forcément toujours le négatif et de vraiment essayer bon, pour les accompagner et les aider au quotidien, quoi. Donc, ça peut se dupliquer dans vraiment tous les secteurs. Bien sûr. Ouais, complètement. Absolument. Voilà. Alors, bon, je vais reprendre un petit peu ce que je viens de dire, mais on a monté un groupe de travail avec des opérateurs volontaires. Ça, c'est super important de le comprendre. Au début, donc, au lancement de notre projet, on a présenté et on a formé, informé et formé les opérateurs parce que c'était un exosquelette. On a balayé toutes les idées reçues de telle sorte à ce que on n'ait plus de questions à l'issue de cette réunion pour se rendre. C'est exactement ce que dit justement Cécile dans le chat. L'importance de la communication avec les opérateurs utilisateurs, qu'on n'ait pas l'impression que ça soit des choses qui se marchent en parallèle, sans lien, etc., quoi. Voilà, alors c'est super important pour nous en tant qu'intégrateurs, mais aussi pour l'entreprise dans laquelle il va y avoir un projet qui va être lancé, d'informer les opérateurs sur le rôle de cette démarche, sur le rôle qu'ils auront à jouer aussi dans cette démarche. Ici, donc, c'était une réunion qui était centrée sur les dispositifs d'assistance physique. Du coup, on a informé tout le monde sur ce que c'était, sur, par exemple, on voit des exemples d'idées reçues en dessous, mais le fait que les exosquelettes soient considérés tous comme des robots, ou le fait que les exosquelettes soient faits pour porter des charges lourdes. Tout ça, on l'a balayé, on a échangé beaucoup avec les opérateurs de manière à les informer. Ça, c'est vraiment important. C'est partie intégrante de la démarche. Okay. Ensuite, donc on est passé, après le diagnostic, à la phase de simulation en situation réelle. Nous, de notre côté, on a déjà simulé en interne de manière à vérifier que ce que je vous disais tout à l'heure, les fameuses situations qu'on avait identifiées, soient réalisables avec un exosquelette. Et une fois que ça s'est fait, on propose à l'entreprise de simuler en interne avec plusieurs itérations parfois, de manière à avoir les retours opérateurs et à pouvoir revoir la conception si on a besoin. D'accord. Vous avez les fameuses itérations. Typiquement, on a des exemples sur la gauche où, mais ici, on avait eu des retours des opérateurs concernant des gènes dans le dos lors de toutes les flexions ventrales. Donc nous, par exemple, on avait identifié que sur l'activité, il n'y avait pas vraiment besoin d'aller se pencher en avant, donc faire une flexion ventrale de tronc pour aller chercher le sol, mais quelque chose de tout bête. L'opérateur a régulièrement un cutter et un ciseau sur lui. Il fait tomber son cutter ou son ciseau. Il doit aller le ramasser au sol et il est très embêté pour le faire. C'est un opérateur qui a des problèmes de genoux, donc pour se baisser, c'est gênant. Et ça peut être un frein à l'acceptabilité du dispositif. Bien sûr, oui. Il faut le prendre en compte et il faut revoir le dispositif de manière à ce qu'on n'ait plus ce problème-là. Autre retour, on avait des difficultés à enfiler ce qu'on appelle les feed locks, c'est des petits aimants qui viennent pour s'accrocher. C'est toujours un peu embêtant pour les enfiler. On avait une difficulté à régler l'assistance tout seul. Et globalement, un inconfort qui était ressenti au bout de 2-3 heures d'utilisation au niveau du bas du dos. Donc on s'est penché là-dessus, on a fait de la recherche et on a essayé de comprendre d'où pouvaient venir ces problèmes, de manière à revoir la conception et à faciliter un petit peu certains réglages, donc, notamment donc, les butées textiles qu'il y avait dans le dos qui empêchaient la flexion ventrale. Elles ont été remplacées par des élastiques, qui du coup amènent plus de souplesse au dispositif. On a remplacé les feed dogs par des simples clips qui sont beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus affordants. On a revu complètement la conception du système pour le réglage d'assistance, qui fait que l'opérateur peut se régler tout seul et beaucoup plus simplement. Et puis, il y a une reconception de la ceinture, de manière à répartir les efforts un peu plus symétriquement, et non pas tout dans le dos, ce qui fait que finalement, on a une contrebalance qui fait qu'on n'a pas de blocage du mouvement du bassin, on n'a pas la douleur qui est créée par ce blocage. Donc c'est la démarche qu'on a menée, et donc tout ça pour dire que finalement, ça a pris du temps. On a adapté le dispositif à l'activité qu'on rencontrait. Et donc tout ça pour dire que finalement, à chaque problématique, il doit y avoir sa solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas un exosquelette, il va être adapté à tout ce secteur d'activité. Par exemple, on ne peut pas dire que cet exosquelette-là, il est adapté
au BTP. Ça n'aurait aucun sens. D'accord. Ça dépend non pas du secteur d'activité, mais de l'activité réelle de l'opérateur. Et même si on parle d'un maçon, par exemple. Tu vas pas faire pareil qu'un peintre ou des choses comme ça. Alors déjà, oui, et il est possible que deux maçons entre eux ne fassent En plus, pas les mêmes procédés. Donc c'est toujours assez complexe, et c'est pour ça que ça demande une analyse de l'activité au préalable. Ça, c'est super important de le comprendre, et on ne peut pas acheter. En tout cas, pour moi, c'est très très compliqué, et je vois très peu d'exemples sur le marché d'achat, d'acquisition d'exosquelettes standards qui se déroulent très bien, et où derrière on a un taux d'acceptation qui est à 100%. Voilà. d'accord. C'est un C'est travail. ça. Et après, si on sort un dispositif qui commence à faire tout, à éviter tous les risques du périmètre, en fait, c'est un dispositif qui corrige presque rien, et donc du coup qui est pas ou peu efficace vraiment bien sur un risque de TMS en particulier. Exactement. Ça, Quand on veut tout faire, on fait rien bien, quoi. C'est un peu le problème. Alors, moi, je veux pas critiquer, mais c'est un peu ce qui ressort malheureusement. C'est que euh, quand on veut avoir un exosquelette qui réponde à tout type de sollicitation musculaire, derrière on se retrouve beaucoup plus contraint forcément. Et déjà, le poids de l'exosquelette en lui-même est forcément plus lourd, on a une perte de mobilité, on a forcément un encombrement qui est plus important. Donc derrière, c'est beaucoup plus compliqué à faire accepter. Encore que ça pourrait parfois être accepté dans certaines activités. Oui, voilà, encore une fois, c'est au cas par cas, c'est un peu ce que tu dis depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de règle universelle qui fonctionnerait chez tout le monde. Ouais. De temps en temps, ça peut gagner, en gagnant sur les TMS, on peut dire on rogne un petit peu sur la productivité, mais voilà, et des fois, c'est pas possible, donc il faut trouver le juste équilibre, et à chaque entreprise et chaque activité, ses problèmes, quoi. Ouais, absolument. Ça, c'est super important de le comprendre. Donc ça passe par une analyse d'activité. C'est pour ça que je pense que les ergonomes ou globalement ceux qui sont en charge de l'analyse d'activité dans les entreprises ont un grand rôle à jouer dans ces projets d'intégration, d'innovation, quelle qu'elle soit. Mm. Peut-être déjà entendu parler de notre partenariat avec la société Enedis, dans le sens où c'est notre plus gros client, en tout cas pour un autre dispositif qui s'appelle le Plume, et qui vient assister aux travaux de Borantor, donc celui que vous avez vu en début de présentation. Mhm. Et ici, en fait, ça a fait quelque part émerger un nouveau besoin pour les chefs de chantier, donc, qui sont non pas sur les nacelles qu'on voit derrière, mais ceux qui sont plutôt en bas et qui dirigent toute la journée Mm. leurs opérateurs, les techniciens qui sont en hauteur, de manière à les sécuriser, à ne pas créer de risque pour un risque d'électrocution, très clairement. Mm. Et puis à ne pas créer de collision pour dégrader du matériel, ce genre de choses. Et donc toute la journée, D'accord. on est amené à avoir le regard qui se porte vers le haut, donc en extension de la nuque. Et finalement, l'idée, ça a été tout simplement de leur créer un petit dispositif très simple à enfiler, qui s'appelle le Moon, et qui vient juste soutenir la nuque en quelques secondes, c'est enfilé. Et l'idée, c'est aussi de poser sa tête avec une résistance qui est élastique. Mm. Trois exemples très différents. Et là, ça rejoint un petit peu, hein, je me remets à la place de certains vieux de la vieille, hein, sur les chantiers qui verraient ce type de dispositif. Je connais quelqu'un de très proche qui a plutôt cette approche-là en disant ben, de mon temps, c'est vraiment un truc de feignant. Voilà, nous, on travaillait sans ça à l'époque, on a toujours fait comme ça et c'était pas un souci. Vraiment, on se prend la tête pour pas grand-chose, on gaspille de l'argent pour rien. Encore une fois, c'est l'avocat du diable, mais que j'ai pu moi-même entendre régulièrement en disant mais qu'est-ce qu'on se prend la tête? C'est un travail à la dure, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, je vois pas ce que ça vient apporter. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir des fois ces réticences-là. Là, je le vois avec ce dispositif-là qui est assez simple finalement et plein de bon sens, mais qui peut des fois être pas si facilement acceptable que ça, peut-être. Et complètement, c'est ce qu'on voit, c'est même avec des dispositifs très simples comme celui-ci, on a une réticence chez. Alors, c'est plus vrai dans certains secteurs, notamment le secteur du BTP, hein, où il y a une culture métier qui fait que c'est très compliqué de dire qu'on a besoin d'une activité, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Mais en soi, j'y vois aucun mal, c'est normal et je pense qu'il faut l'accepter. Ah oui, oui. Ça viendra, ça fera peut-être, ça prendra peut-être du temps, mais on y viendra certainement un jour. Et ça commence déjà à arriver. Mais c'est vrai qu'il y a dans certaines entreprises des gens qui sont très réticents à l'arrivée de nouvelles technologies. Mais je pense que ça se fera tout seul. Et il faut d'abord travailler avec les personnes qui ne sont pas réticentes, de manière à ce que ça prouve qu'il y a un réel intérêt et que derrière on puisse pourquoi déployer. Mais ça sert Non, à mais rien, c'est ça. comme l'arrivée de l'informatique, je pense, dans des secteurs divers et variés. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a des entreprises qui, même encore aujourd'hui, ne sont pas équipées. Mm. Alors,
pour autant, c'est quelque chose qui simplifie quand même grandement la tâche à beaucoup d'entreprises. En tout cas, quand c'est bien fait. Bien mis, ouais. Mais ça rejoint enfin, ce que tu disais tout à l'heure, c'est faut trouver les bons leviers en interne qui Ouais. peuvent servir effectivement de propagateurs de bonnes paroles, entre guillemets, hein, sans faire d'évangélisme ou quoi que ce soit, mais c'est de dire des gens qui sont là pour être à la fois légitimes et en même temps capables d'accepter le changement. Parce qu'effectivement, quand on passe par ces points d'accroche, ça aide plus que quand on a quelqu'un, on dit ouais, mais de toute façon, lui, on s'en fout, on l'écoute pas, ou il fait ses trucs dans son coin. Et ça Ouais. aide vraiment à l'application, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, tu sais, Nicolas, on a beaucoup d'ergonomes aussi dans la communauté. On se connaît presque tous en France, on n'est pas nombreux. Beaucoup Mhm. d'ergonomes contre l'arrivée de ces dispositifs d'assistance physique, hein, ça fait toujours un peu peur. Mhm. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit parce qu'elles ne sont pas forcément bien informées, elles sont encore sur des dispositifs qui ont 3-4 ans et qui pesaient plus de 7 kilos. Forcément, Ouais. c'était gênant. Et si elles ne sont pas au courant, bah, c'est normal. Mais par contre, on a aussi ceux qui sont pertinemment tout le temps réticents, hein, et auquel cas, on n'a pas envie de. Enfin, on n'a aucun intérêt à aller combattre cette réticence. On va simplement essayer de travailler avec les personnes qui ne sont pas réticents et puis de le faire accepter tout doucement. Et ça se fera tout seul, hein. On n'a pas besoin de forcer. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'il y a un intérêt du point de vue de la santé sur ce type de dispositif. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Et globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont réticentes, Ouais. mais qu'on combat toujours cette idée, comme je le disais au début, d'Ironman, donc de Mhm. dispositifs encombrants qui vont peser 8 kilos et qui vont permettre d'augmenter la force. Non, on n'est pas du tout là. Mhm. L'idée est vraiment de soulager un mouvement donné. Et pour ça, ça passe par l'analyse de l'activité, c'est super important. Ouais, ce Et qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. la potentielle adaptation des dispositifs. Voilà. Alors, il y a Arnaud qui, dans le chat, met une question sur le fait que, pose la question sur est-ce que le modèle utilisé chez Erta est différent des autres au niveau du matériau, notamment sur des aspects de respect d'hygiène en laboratoire alimentaire. Effectivement, on pense bien que du matériel qui va être sur un chantier ou en extérieur va peut-être pas avoir les mêmes exigences de physico-chimiques que dans un laboratoire Ouais, alimentaire qui va être plus scruté par rapport à des agents pathogènes, par exemple, ou des choses comme ça. absolument, bah, c'est une très bonne question. Et c'est aussi pour ça qu'on met en place des projets, hein, et qu'on ne vend pas juste les produits standards comme ça. À chaque fin de phase de diagnostic, on co-rédige, on va dire, avec la société, qui est notre client, un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, effectivement, il apparaissait chez Erta, pour le coup, là, le respect de la norme. Alors, j'ai plus exactement le nom de la norme, mais enfin, c'était la norme pour l'agroalim et qui s'applique à tout le matériel qu'ils font rentrer, eux, dans leur zone propre. Donc effectivement, on a dû se plier à certaines contraintes, notamment en matière de choix du textile ou de choix de certains matériaux, ou même de conception parfois, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'orifice ou ce genre de choses, Mm. de manière à ce que ça puisse rentrer en zone propre chez AirTag. D'accord. Donc, effectivement, c'est pris en Ouais. compte. Et puis, une autre question de Cécile. Est-ce que le déploiement est plus simple lorsque l'entreprise est dans une démarche RSE ou ISO 26001, ou dans le cas où finalement on prend en compte plus les parties intéressées finalement de l'entreprise, où les gens sont plus impliqués dans ce type de décision, où finalement il n'y a pas de règles? Alors, je dirais à première vue qu'il n'y a pas de règle, par les nombreuses expériences qu'on a maintenant depuis 4 ans, il n'y a pas de formule magique. Mhm. Mais en tout cas, on a quand même un taux d'acceptabilité de la part des opérateurs qui est beaucoup plus élevé quand on a une démarche qui est bien structurée, que nous, on a accompagné, plutôt que... Alors, souvent, malheureusement, encore une fois, je veux critiquer personne, mais on a beaucoup de retours d'entreprises qui ont déjà essayé des exosquelettes, juste en les louant ou en les achetant. Mhm. Ça ne pas. Mais derrière, on leur demande, mais quelle démarche vous avez essayé de mettre en place? Est-ce que vous avez accompagné est-ce que vous avez été accompagné aussi? Est-ce que vous avez accompagné les opérateurs dans la démarche de réflexion? Est-ce que derrière, il y avait des possibilités d'aménagement du poste? Enfin, et finalement, on se rend compte que non, il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt juste un essai pour voir. Et Mhm. quand ça se passe ça, en général, il y a très peu de chances de succès. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, c'est très important. Et les chances de succès sont largement plus élevées pour le déploiement quand on a une entreprise qui, effectivement, met en place une démarche RSE ou autre. Oui, 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 Après, de cet ordre-là, en fait. Oui. Ouais. Oui. après, de toute façon,
toutes les innovations, les nouvelles technologies, si jamais on vient les mettre en place sans accompagnement et sans formation ou sans conduite de changement derrière, enfin, ça arrive pas à grand-chose. Enfin, ça peut pas fonctionner simplement en disant, bah, je vais louer ça, je le mets entre les mains, tu testes, tu fais joujou avec, et puis une fois que tu as fait joujou avec, bah, tu me fais ton retour, et puis si ça te plaît pas, bon, c'est pas grave, on change, et puis on passe à autre chose. Très Non, court-termiste, ouais. absolument, absolument. C'est vrai pour toutes les nouvelles technologies, les innovations qu'on veut mettre en place, et c'est même vrai pour simplement une réorganisation d'entreprise. À partir du moment où il y a transformation de l'activité de travail, transformation des situations de travail, il convient de mettre en place une démarche où on fait participer le futur utilisateur, ou en tout cas le futur acteur, quoi. Et ça, je vous invite à lire certains de mes confrères ergonomes qui ont écrit des articles très intéressants sur comment est-ce qu'on vient essayer d'intégrer des nouvelles technologies. C'est super intéressant et on a beaucoup à y apprendre, je pense. Très bien. Bah, écoutez, on arrive au bout de l'heure qu'on s'était fixée. Je ne sais pas si Cyriac, tu as encore des sujets que tu voulais présenter. Non, mais Euh, j'avais terminé. Bon, c'était la diapo finale, donc il y avait pas de souci. N'hésite pas à transférer à partager justement les articles ou des noms, hein, si Ouais. tu as des gens à lire particulièrement de la littérature technique ou même juste organisationnelle ou même de vulgarisation sur ces sujets-là. Ça peut être l'occasion pour les gens qui nous suivent d'en découvrir un petit peu plus de leur côté, puis s'approprier la démarche, effectivement, parce que comme on l'a bien senti, c'est pas quelque chose qui doit être calqué sur un fonctionnement, c'est quelque chose qui doit vraiment être, dont on doit s'imprégner pour pouvoir bien la comprendre, la digérer et puis la mettre en application, quoi. C'est ça, c'est exactement ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'adaptation des dispositifs, ce qui doit être adapté à chaque fois, c'est la démarche. Et c'est évident qu'une démarche qu'on met en place pour une entreprise de 5000 personnes, elle ne peut pas être la même pour une PME où l'entreprise, ils sont 6 à travailler. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est évident. Exactement. Ouais, Exactement. mais pas de souci, je pourrais transmettre de la littérature avec plaisir. Eh ben, super, merci. Donc, on a les informations, là, les questions à se poser pour rappeler un peu ce que tu viens de nous dire pendant cette heure. Merci à toi d'être venu nous présenter ces sujets. Moi, déjà, ça m'a éclairci effectivement sur les différentes approches qu'on pouvait avoir en termes de dispositifs, mais pas que le dispositif. On a bien compris que le dispositif, encore une fois, en plus, si on applique les principes généraux de prévention, on comprend bien que c'est ce qui arrive finalement en dernier, hein. D'abord, on privilégie l'organisation, le collectif, la façon de fonctionner, etc. euh, avant de se dire comment on règle les problèmes individuels. Et puis, effectivement, ça permet de mieux comprendre les différentes problématiques et cas concrets qu'on peut rencontrer. Effectivement, ça peut s'appliquer dans divers domaines. Donc, on mettra les liens certainement sous la vidéo, hein, YouTube que Florian partagera dans le courant de la semaine pour retrouver les différentes références. Et puis on le partagera sur les réseaux sociaux pour celles et ceux qui veulent le regarder en différé. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez trouvé que c'était suffisamment intéressant et que des gens n'ont pas pu les suivre. Eh ben vous êtes les meilleurs porte-parole, hein, donc n'hésitez pas, vous qui avez suivi, à le diffuser. Et puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Eh ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci Cyriac. Merci à vous de m'avoir invité. Merci aux auditeurs. Ouais. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi, au revoir. Bonne journée.